Bienvenue dans Transition écologique, le podcast qui dialogue avec tous les acteurs du changement. Je m'appelle Pascal Canfin, je suis député européen et je préside la commission environnement du Parlement européen. Dans ce podcast, je dialogue avec des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des militants de la société civile et nous soulevons ensemble le capot de la transition écologique. Comment faire ? Comment faire face à un enjeu d'une telle complexité ? Voilà la question clé qui sera le fil conducteur de nos échanges. Mon engagement ? Vous garantir un podcast sans fausse polémique, sans simplisme et tourné vers l'action. Mon souhait ? Créer de l'intelligence collective pour gagner la bataille de la transition écologique. Et il va sans dire que la participation de mes invités à ce podcast n'emporte aucune signification partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler voiture, mais aussi bus, train, vélo, avion, bateau, avec Jean-Philippe Hermine, qui est l'ancien directeur environnement du groupe Renault et qui est aujourd'hui à l'IDRI. L'IDRI, c'est l'un des principaux think tanks européens sur le développement durable, où il coordonne l'initiative Mobilité en transition. Bonjour Jean-Philippe Hermine. Bonjour Pascal. On se connaît, on travaille ensemble. On travaillait ensemble lorsque j'étais au WWF et que vous étiez chez Renault, notamment sur la mobilité électrique. Et aujourd'hui, vous avez des fonctions à l'IDRI pour essayer d'accompagner la prise de décision politique en France, mais aussi en Europe, sur la décarbonation de notre mobilité. Et on peut le rappeler en introduction, le secteur des transports, donc la façon dont on se déplace, c'est l'un des principaux, voire même le principal poste d'émissions de CO2 et surtout c'est celui qui continue d'augmenter quand d'autres, comme l'industrie par exemple, diminuent. Donc on a impérativement besoin de changer de logique et on va détailler tout cela dans cet échange. En commençant par ce qui est sans doute un des textes du Green Deal européen, du Pacte vert européen les plus visibles, les plus sensibles politiquement également, qui est le passage à la voiture zéro émission, qui est bien évidemment une révolution industrielle et aussi une révolution symbolique. Je voulais savoir comment vous, avec votre expertise industrielle, puisque encore une fois vous avez passé 11 ans chez Renault, et aujourd'hui avec votre casquette d'analyste et de think tank, vous voyez la décision que nous avons prise au niveau européen d'aller vers le 100% voiture zéro émission d'ici 2035. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il faut s'attaquer à l'enjeu de la mobilité routière, qui est le principal émetteur de gaz à effet de serre mondial finalement. Actuellement, c'est 17% des gaz à effet de serre au niveau mondial, la mobilité, le transport en général. Et là-dedans, 70%, c'est le routier, donc effectivement la voiture, les véhicules utilitaires et les poids lourds. Donc c'était important de s'y attaquer et par chance, quelque part, on a sur une partie de ce secteur des solutions technologiques qui sont apparues, notamment donc la batterie, qui permettent d'envisager de sortir des énergies fossiles. Il a fallu quand même mettre au point ces technologies. J'ai assisté à cette mise au point au niveau chez les constructeurs. Il a fallu démontrer la pertinence de ce modèle économique, de ce modèle social aussi, puisqu'on arrive maintenant à rouler avec des véhicules électriques à un coût pour un budget qui est même moindre qu'avec un véhicule thermique équivalent en quelque sorte. Il a fallu donc apporter cette preuve, initier cette transition, mais il fallait un cadre réglementaire qui fixe un horizon, qui fixe des perspectives, des trajectoires, parce que c'est la condition pour les constructeurs ensuite de s'engager réellement, profondément dans une transformation industrielle. Et donc cette décision de fin des véhicules thermiques, elle s'accompagne, il ne faut pas l'oublier, d'étapes intermédiaires en 2025, en 2030. C'est une véritable trajectoire qui est posée. Elle est extrêmement sécurisante pour faire cette transformation, pour faire les investissements, pour transformer les emplois, etc. Il fallait faire ce choix. Ne pas le retarder trop longtemps parce qu'il y a une urgence climatique, en même temps donner ce temps qu'il faut à la transition, à la transformation. Donc naturellement, c'est quelque chose d'extrêmement sécurisant. Ça organise même la compétition au sein de l'industrie et on sait que l'industrie, ce qu'elle sait faire, c'est
être compétiteurs, en quelque sorte, entre elles, en quelque sorte. Du moment que le cadre est posé, finalement, ça ne leur pose pas énormément de questions. Maintenant, une fois qu'on a posé une trajectoire, qu'on a posé un objectif, la question qui se pose, c'est celle de l'exécution et des conséquences que ça va avoir en matière sociale, en matière industrielle, qu'il faut gérer. Et ça ne suffit pas de poser un cadre. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce texte que nous avons voté n'est pas hors sol et s'insère dans un ensemble plus large sur lequel on va revenir. Je reprends peut-être un des premiers défis que vous avez évoqué en allant tout de suite à la conclusion en disant on sait aujourd'hui qu'un véhicule électrique sur l'ensemble de son coût d'usage est moins cher qu'un véhicule thermique. Est-ce que vous pouvez détailler cela? Parce que très honnêtement, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit aujourd'hui la perception publique, même si les faits, les chiffres sont là. Oui, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a 2 éléments à regarder. J'ai peut-être été un peu vite. Il y a d'abord la pertinence environnementale de passer à l'électrique. Et ça, on a pu démontrer effectivement que, disons, pour faire simple, avec le mix électrique européen, son niveau de carbonation, on divisait par 2 à peu près les émissions sur l'ensemble du cycle de vie en utilisant un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Mais d'un point de vue économique, également, il a fallu faire cette démonstration. Cette démonstration, elle est assez théorique, vous avez raison, puisqu'on a un coût d'achat qui est bien plus élevé, un coût d'accès quelque part à la technologie qui est très élevé pour certains ménages. Et finalement, c'est à l'usage qu'on récupère ou qu'on a une compensation quelque part en termes de bénéfices économiques. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Très peu de gens achètent des véhicules neufs ou ont la capacité d'acheter des véhicules neufs. Alors, peut-être juste un point, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est très peu connu. Et le marché du véhicule neuf, en fait, est pour la moitié réalisé par les flottes d'entreprises. Tout à fait. Il est pour la moitié réalisé par les flottes d'entreprises et pour le reste, c'est 20% de la population uniquement, c'est-à-dire la population qui est la plus solvable, la plus agile et qui est relativement âgée d'ailleurs. L'âge moyen d'acquisition d'un véhicule neuf, c'est 55 ans. Exactement. Donc ça veut dire qu'on a, nous, un enjeu de rendre accessible le véhicule électrique neuf, mais aussi on a un enjeu de déployer le plus rapidement possible le marché d'occasion. Tout à fait. Du véhicule zéro émission. Donc ce sont des enjeux sur lesquels évidemment on travaille et on va revenir. Donc, je vous laisse reprendre le fil de votre démonstration sur justement comment on assure l'accessibilité sociale du véhicule électrique. Oui, bien sûr. En fait, lorsqu'on a une technologie comme ça et qu'on a fait un choix qui est pertinent, qui fait sens d'un point de vue de l'urgence climatique, qui fait même sens d'un point de vue des enjeux de ressources et matières naturelles, on pourra y revenir, grâce à l'économie circulaire que permet finalement le véhicule électrique. Une fois qu'on a fait ce choix, on a une instrumentation politique qui va se déployer dans les pays pour accompagner ce changement, pour l'inciter et l'accompagner. Jusqu'à présent, on s'est finalement adressé à ces personnes qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire soit les entreprises, soit les populations les plus solvables, en les aidant d'ailleurs par des bonus pour justement compenser ce différentiel à l'achat du véhicule neuf. Bon, ça c'est pertinent dans une phase d'initiation d'une transition, d'amorçage d'une transition. C'est relativement coûteux pour le budget de l'État, d'ores et déjà, c'est plus d'1 milliard d'euros par an, par exemple en France, s'agissant du bonus. Il est un peu compensé d'un point de vue budgétaire par les malus qui sont mis sur les véhicules les plus polluants ou les plus lourds. Mais quelque part, on a dans un premier temps dirigé l'action gouvernementale ou les moyens fiscaux vers ces populations finalement les plus agiles pour qu'elles génèrent un marché de l'occasion. Mais il est temps de passer maintenant à une autre étape qui est celle du déploiement de masse. Et là, il faut rediriger l'action publique, rediriger les moyens budgétaires vers les populations moins solvables, plus fragiles, qui vont devoir, elles aussi, maintenant, avoir accès à cette technologie. Et c'est tout l'enjeu de la réflexion qu'on a autour du lease social, par exemple, ou des mesures incitatives vers les entreprises qui sont encore insuffisantes. Alors, arrêtons-nous un instant sur le leasing social, puisque c'est un des engagements du président de la République pendant sa campagne. C'est peut-être l'engagement qui a été le plus visible sur le plan de l'environnement dans la campagne d'Emmanuel Macron 2022. Donc le leasing social, ça revient à rendre accessible un véhicule zéro émission, donc un véhicule électrique, pour à peu près 100 €
par mois. Évidemment, s'il y a différents modèles, il peut y avoir différents prix en fonction de la taille du modèle, mais casser la barrière à l'entrée, en quelque sorte, que vous évoquiez, c'est-à-dire le véhicule zéro émission est plus cher à l'achat, il coûte moins cher à l'usage, mais il faut quand même mettre l'argent sur la table au début, et pour un certain nombre de familles, c'est évidemment impossible. Donc, on casse cette barrière à l'entrée en mettant un prix d'entrée, 100 € par mois, qui est parmi les plus bas possibles sur ce type de véhicule. Vous avez travaillé sur des propositions concrètes pour le rendre opérationnel avec l'IDRI, donc c'est intéressant qu'on s'y arrête sur quelles sont vos propositions, puisque le gouvernement va, dans quelques mois, lancer les premières offres pour les Français de ce leasing social sur les voitures. Donc, quelles sont vos recommandations aujourd'hui ? Alors, le leasing, pourquoi est-ce qu'on s'en occupe ? On pourrait tout simplement attendre que le marché de la deuxième vie, enfin d'occasion, finalement, fasse le job pour diffuser la technologie dans toute la population. Le problème que l'on a, c'est l'urgence climatique. D'une part, il faut aller rapidement à transformer le parc. Et puis, on a l'enjeu des ZFE, des zones à faible émission, qui vont être mises en place dans plus de 40 villes en France et qui vont restreindre la circulation et qui vont toucher principalement des véhicules anciens, justement ceux qui sont utilisés par les ménages les plus précaires, les moins solvables, qui sont pour certains très dépendants de la voiture et qui vont se retrouver donc coincés et à qui on va demander de faire des efforts. Et donc il est très important. Les véhicules anciens qui sont les plus polluants, c'est ce qui est la rationalité qu'il faut quand même Oui, préciser. des véhicules anciens qui sont des véhicules de deuxième, troisième main, qu'ils ont acquis pour quelques milliers d'euros et sur lesquels ils ont d'ailleurs pas mal de frais d'entretien, puisque la réparation est une menace permanente pour ces ménages, et puis qui subissent également les fluctuations des prix des carburants. Et on l'a vu récemment avec l'inflation des carburants qui a conduit le gouvernement à mettre en place des boucliers qui sont inutiles d'un point de vue environnemental, d'un point de vue transformationnel des comportements, mais qui coûtent très cher à l'État. Donc l'idée... qui sont même, d'un point de vue environnemental, probablement contre-productifs, mais qui sont, d'un point de vue de stabilité sociale, totalement indispensables. Absolument, mais l'important c'est ça, c'est d'avoir un plan, d'avoir une capacité à expliquer comment on va faire ce déploiement de masse. C'est très bien de donner des objectifs, de donner des perspectives, de fixer un cadre réglementaire ou un cadre de restriction, mais il faut en même temps apporter des solutions qui soient concrètes. Alors revenons sur la solution concrète du leasing social. Quelle est votre proposition ? Puisque encore une fois, c'est à l'automne, donc dans quelques mois, que le gouvernement va lancer de manière effective les premiers contrats pour les Français. Alors, la façon dont nous voyons les choses, nous, de notre côté, c'est qu'il faut absolument une offre de véhicules adaptée au leasing social ou à ces populations, c'est-à-dire des véhicules qui soient relativement abordables au départ et donc à la location mensuelle, puisque c'est ça qui va être le principe, des véhicules donc plus frugaux, plus petits que ceux qui sont proposés actuellement par les constructeurs qui privilégient, eux, le développement des véhicules électriques sur les segments moyens à supérieurs pour des questions de rentabilité et de marge. Il faut donc donner une incitation forte à la fois aux constructeurs pour qu'une offre se développe. Et ça passe encore une fois par la mise en place d'un cadre fiscal à long terme, sur plusieurs années, qui donne une perspective d'un marché vers ces populations, un marché, disons, additionnel, relativement captif, et qui donc présente un intérêt intéressant pour une co-construction, justement, d'une offre avec des véhicules français ou européens qui vont répondre à cet objectif-là. Ok, qu'on verra... dans quelle mesure le gouvernement suit vos propositions dans l'élaboration du travail qui est en cours pour, je le répète, une offre formelle à l'automne. Un autre enjeu du passage à la mobilité zéro émission, il y a évidemment l'accessibilité sociale, on vient d'en parler, il y a tout l'enjeu industriel. Faire en sorte que ces voitures soient le plus possible produites chez nous, ça veut dire en France et en Europe, avec un premier enjeu qui est la batterie. Puisque dans le cadre du passage à la voiture zéro émission, et notamment la voiture électrique, le cœur de la valeur ajoutée d'une voiture électrique, c'est la batterie, là où j'imagine que vous avez vécu ça de l'intérieur chez Renault. Pendant une ou deux décennies, le modèle économique des constructeurs a plutôt été au contraire d'externaliser vers les équipementiers tout ce qui n'était pas le cœur de leur proposition de valeur. Or là,
justement, la batterie est un équipement clé qui représente une part très significative de la valeur d'une voiture électrique. Donc, ils réinternalisent en quelque sorte chez eux la fabrication de cette batterie. Et par exemple, dans les Hauts-de-France, il y a une usine en construction de batteries d'un groupe qui s'appelle Vercor. Vercor, qui est une petite entreprise qui ne fait que ça, mais qui est en partie possédée par Renault, qui du coup réinvestit dans la fabrication même de la batterie. Donc on voit bien que ça change complètement les modèles économiques et les approches. Donc on va essayer de détailler un petit peu cette révolution industrielle qui est en cours. Dans le cadre du Green Deal, nous avons pris un règlement batterie qui est en parallèle du règlement sur les voitures, de façon à encourager fortement à mettre les règles du jeu qui fassent qu'on crée une industrie européenne de la batterie au lieu de les importer massivement de Chine, de Corée ou du Japon. Donc vous aussi, de votre point de vue d'ancien industriel, comment vous voyez aujourd'hui l'efficacité des nouvelles règles du jeu que l'on a posées, sachant que moi je constate que par exemple la région des Hauts-de-France est en train de devenir un des hubs européens, voire le principal hub européen dans la construction de cette nouvelle industrie verte qui est celle de la batterie électrique. Donc comment vous voyez-vous le déploiement de tout ça ? Oui, alors il y a 4 projets dans les Hauts-de-France, c'est très heureux, de production de batteries dans lesquels sont impliqués effectivement des constructeurs et des producteurs de batteries par ailleurs. Donc c'est une bonne chose, c'est une chose absolument nécessaire. Et on parlait de l'acceptabilité sociale d'un point de vue des populations détentrices ou usagers de véhicules, mais c'est également un problème d'acceptabilité de ces décisions qui ont été prises au niveau européen, de transformation technologique, d'un point de vue industriel. Il ne faut pas que ça se traduise par une dépendance ou une accélération de l'exode en quelque sorte de la production industrielle, puisque aujourd'hui la situation c'est que cette technologie a été développée et très bien maîtrisée en Asie, notamment en Chine, et qu'aujourd'hui nous sommes relativement dépendants de cela. Donc c'est normal et c'est très heureux que à la fois l'Europe et les autorités françaises facilitent ou accompagnent, soutiennent le développement de ces projets en France, en l'occurrence, ou en Europe. Néanmoins, on en est au tout début. Et les moyens qui sont mis en œuvre sont assez encore lacunaires. Parce qu'on fait face à, d'une part, les États-Unis qui ont fait le même constat et qui ont mis des moyens extrêmement importants pour drainer en quelque sorte ces investissements sur leur territoire, avec ce qu'on appelle l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est extrêmement puissant, extrêmement simple et très bien doté financièrement pour accompagner cela. Et puis on a un autre problème, c'est qu'on a des trous dans la raquette. Les gigafactories dont on parle, c'est finalement la partie finale du process de production des batteries, l'assemblage des batteries. Mais en amont de ça, il y a la préparation des précurseurs, des cellules de batterie, l'affinage des matériaux, l'extraction des matériaux même, ou le recyclage des matériaux qui sera la source demain des matériaux et des métaux pour faire les nouvelles batteries. Et là-dessus, on a encore de très gros trous dans la raquette en France et en Europe. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin et ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite d'accompagner financièrement l'implantation de ces gigafactories et de l'écosystème industriel dont je viens de parler qui va avec. Mais ça nécessite également de les rendre compétitifs. Et ça veut dire travailler sur le prix de l'énergie, qui est encore un problème en Europe et en France en l'occurrence, pour être compétitif par rapport au reste du monde. Et ça nécessite également de donner de la valeur à la vertu, en quelque sorte, environnementale ou sociale d'une production européenne, une production décarbonée. Et ça nécessite de mettre en place des outils complémentaires, réglementaires ou fiscaux qui valorisent cette production décarbonée lorsqu'elle sera présente et disponible. Il y a encore certainement des trous dans la raquette parce que c'est une œuvre de longue haleine. Néanmoins, dans le règlement batterie européen, il y a déjà la prise en compte de l'empreinte carbone de la batterie. Il y a déjà des obligations significatives de taux de recyclage de la batterie. Ce qui conduira, en tout cas c'est notre analyse et j'aimerais bien avoir votre point de vue, là aussi encore d'ancien industriel, ce qui devrait conduire à faciliter le développement de cette industrie en Europe. Puisque s'il faut recycler, on peut créer du circuit court entre guillemets et faciliter notre moindre dépendance à l'extraction de matières premières et puisqu'on les batteries sur notre sol, le fait de les recycler chez nous. Par contre, on doit du coup
probablement limiter la capacité d'exportation de cette matière qu'on appelle dans le jargon technique, si j'ai bien révisé, la black mass, qui est le résultat en quelque sorte d'une batterie qui est la matière première qui va servir pour en refaire une nouvelle. Si on exporte cette nouvelle black mass, eh bien à ce moment-là, ça repart en Chine, ça repart au Japon, ça repart en Corée, et on n'a pas créé la moindre dépendance. Donc c'est, je pense, un des trous dans la raquette à laquelle vous faites référence, et on l'a bien dans le radar, et il faudra qu'on agisse là-dessus. Mais on a déjà créé les règles du jeu sur l'empreinte carbone, ce qui a priori est plus favorable à l'industrie européenne et notamment à l'industrie française, avec le mix décarboné, et on a créé les obligations de recyclage. Donc on est sur le chemin pour passer d'une raquette de tennis qui a quelques trous à une raquette de ping-pong. Non, mais vous avez raison. Tous ces constats sont partagés par les politiques, les industriels, et il y a une vraie volonté d'aller effectivement dans le sens que vous indiquez pour, disons, localiser, relocaliser et créer une économie circulaire réelle autour de ce véhicule électrique, de ce projet industriel, de cette technologie. Et c'est quand même important de le rappeler. On va passer d'un modèle qui brûle des énergies fossiles à un modèle qui va utiliser un vecteur énergétique qui stocke de l'énergie, ce sont les batteries. On va avoir besoin de beaucoup de métaux et de matériaux pour cela. Ça va être compliqué de les générer, mais une fois que le parc sera électrifié, on disposera quelque part de la matière première pour refaire de nouvelles batteries. Donc ce projet électrique, il est éminemment circulaire et il faut organiser cette circularité. Et vous avez raison, je dirais le cadre réglementaire est là. C'est bien compris, la directive batterie est une très bonne directive dans son esprit. Elle est très complète. Maintenant, il va falloir, encore une fois, s'attacher aux détails. Et les détails, ce sont les bonnes définitions, ce sont les règles d'importation, d'exportation des matériaux critiques, etc. On voit bien que finalement, le politique doit aller jusqu'au bout d'une logique industrielle et l'accompagner réellement de A à Z pour mettre en place tout cet écosystème. Et ce qui est nouveau, c'est que justement, on ose parler d'autonomie stratégique, de politique industrielle. En Europe, là où pendant des décennies, c'était un mot tabou. Et je pense que l'exemple le plus emblématique de cette capacité à créer une filière industrielle nouvelle chez nous, y compris en assumant des règles du jeu qui favorisent la production européenne, soit directement, soit indirectement, par exemple à travers le calcul de l'empreinte carbone, c'est maintenant assumé d'un point de vue doctrinal, à Paris bien évidemment, mais aussi à Bruxelles. Et ça, c'est nouveau. Et donc ça montre bien que le Green Deal est aussi une politique climatique et environnementale, bien évidemment, mais c'est aussi une politique industrielle fondamentalement. Et dans le contexte de la concurrence avec les États-Unis et l'IRA que vous rappelez, je crois que ça tire un large consensus à la fois chez les politiques et chez les industriels. Donc je pense qu'on est vraiment en train de construire, brique après brique, tout cela. Si vous me permettez, je mettrai quand même le doigt sur un certain nombre de problèmes non encore résolus et qui vont dans un sens, dans le sens que l'on promeut vers la frugalité et vers la production de plus petits véhicules. Parce que finalement, on va devoir, on l'a dit, extraire des métaux, des matériaux qui sont rares, enfin qui sont assez peu présents sur la Terre aujourd'hui. Ils sont dans la Terre, mais on doit les extraire et ça va nécessiter d'ouvrir des mines, etc. C'est pas sans conséquences environnementales, c'est pas sans conséquences sur la souveraineté et sur la dépendance que l'on est en train de créer, et c'est pas sans conséquences sociales, environnementales, je l'ai dit précédemment. Et donc, il va falloir être très vigilant là-dessus. Et il y a une conséquence à tout cela, c'est d'être le plus frugal possible, le plus sobre possible dans notre demande, dans notre consommation. Et là, on revient à la question de l'inflation de la taille des véhicules, de la suivisation, de l'inflation de la masse des véhicules, et le besoin de créer une offre de véhicules plus sobres, plus frugaux, plus petits en quelque sorte, qui va répondre à la fois aux enjeux d'accessibilité pour les familles à cette technologie, mais également qui est un enjeu donc de cohérence industrielle, puisque
on est limité sur ces matériaux pendant un temps, pendant la transition. Et donc il faut aller plus loin, il faut aller jusque-là dans cette forme d'interventionnisme des États ou de la Commission sur la transformation industrielle. C'est là où, alors, sur la partie extraction de matières premières, précisément avec le pacte vert, on remonte progressivement et on a en ce moment même au Parlement européen en négociation la nouvelle loi européenne sur les matières premières critiques, de façon à déployer une stratégie qui repose sur plusieurs piliers. D'abord l'innovation pour réduire notre dépendance. Ensuite, le fait de sécuriser de l'accès avec des contrats, par exemple au Chili ou en Australie, et pas simplement être dépendant des Chinois. Et puis, de développer la circularité, comme vous l'évoquiez, pour que, in fine, au bout d'une génération, eh bien, les matières premières, elles ne soient plus au Chili ou en Chine, mais elles soient chez nous. Mais vous avez aussi raison sur la sobriété. Et là, je ne peux que renvoyer quand même en partie la balle aux constructeurs eux-mêmes, puisque vous l'avez dit, et c'est intéressant que vous l'ayez dit vous, mais c'est utile peut-être que vous développiez cela pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. C'est qu'aujourd'hui, quand j'entends le patron de Stellantis, Carlos Tavares, dire « je préfère la valeur au volume », alors c'est une phrase un peu absconde, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que je préfère faire beaucoup de marge sur peu de véhicules très gros, des SUV, plutôt que de faire moins de marge sur des véhicules plus petits. Et donc ça amène exactement à ce que vous venez de dire. Mais ce n'est pas un choix politique, c'est le choix industriel de la plupart des groupes européens, pour ne pas dire tous. Vous avez raison, force est de constater qu'on ne va absolument pas dans la bonne direction. Si on prend les quelques dernières années, les 4 dernières années, on a eu une augmentation de la taille des véhicules qui est assez conséquente. Si je prends sur 10 ans, c'est les données de la CEA, les données des constructeurs européens dans leur ensemble. On est passé de 10% de SUV il y a 10 ans à 40% dans les ventes actuellement. Et en parallèle, on avait 60% de ce qu'on appelle le segment AB, des véhicules petits à très petits, et ils sont devenus 40% aujourd'hui dans les ventes. Et ce phénomène s'est accéléré ces dernières années. On peut le voir avec le prix d'achat, le prix de transaction réel des véhicules sur ces 3 dernières années. On a eu une augmentation de 20% des prix. C'est-à-dire que les constructeurs, face au Covid, face aux restrictions de semi-conducteurs, ont choisi de produire des véhicules où ils ont privilégié des véhicules les plus rentables, donc les plus gros, les plus enrichis en prestations, aux dépens des autres. Ça a des conséquences dans l'avenir qui vont être très délétères sur le marché de l'occasion. Il faut donc totalement inverser cette tendance. Alors, elle est parfaitement logique d'un point de vue capitalistique, d'un point de vue fiduciaire, d'un point de vue d'un constructeur. C'est une logique qui est imparable. Néanmoins, c'est le rôle du politique de créer les conditions de l'inversement de cette tendance. Et c'est là que toute la fiscalité est extrêmement importante. C'est vrai. Je conclus peut-être ma tirade sur Carlos Tavares parce que je trouve vraiment qu'il y a une très grande forme d'hypocrisie de sa part, qui est donc Carlos Tavares, l'un des plus grands patrons de l'industrie automobile aujourd'hui, puisque Stellantis est le deuxième, je crois, constructeur automobile mondial. Quand il dit « je préfère la valeur au volume » et quand en même temps il défend le droit à la mobilité, mais c'est totalement contradictoire, puisque préférer la valeur au volume et donc faire des SUV qui sont totalement inaccessibles et qui le seront aussi, et vous venez de le dire, et c'est très important, sur le marché de l'occasion demain, c'est exactement l'inverse du droit à la mobilité. Et je crois qu'il faut poser ce débat parce que finalement, c'est nous qui défendons le droit à la mobilité contre Carlos Tavares qui, lui, défend le droit à ses bonus et à ses profits. Et ça peut être sa responsabilité, mais ce n'est pas la mienne. Bon, si on reste sur le terrain industriel... Je voulais le dire parce qu'on a beaucoup d'échanges avec lui, avec une façon assez virulente de sa part. Donc je pense qu'on n'a pas de raison de se laisser marcher dessus. Oui, mais moi, je pense qu'il va falloir le convaincre aussi d'un point de vue industriel, tout simplement. Bon, on a vu qu'il y a des outils fiscaux qui peuvent déplacer les curseurs justement pour recréer de l'intérêt à produire des véhicules plus petits. Le leasing social peut en être un, puisque c'est un marché additionnel qui vient apparaître et sur lequel on peut garantir un niveau de marge qui est probablement intéressant dans une co-construction, justement, avec les constructeurs. Mais il y a aussi l'enjeu de la concurrence internationale. Qu'est-ce qui se passe ? On parle beaucoup des Chinois et du risque que l'on a à avoir une délocalisation
industrialisation ou avoir une compétition importante par les constructeurs chinois qui montent en puissance effectivement en Europe. Mais ces constructeurs, ils sont forts sur quel segment? Sur le segment moyen à supérieur de véhicules extrêmement enrichis, justement celui-là sur lequel les constructeurs français se sont positionnés ces quelques dernières années. Ils s'aperçoivent que c'est là que va être la menace chinoise et non pas sur les petits véhicules dont on parlait précédemment, qui est le savoir-faire historique des véhicules français. Ce qui est contre-intuitif. Ce qui est contre-intuitif, mais il faut le rappeler. Donc, bien sûr, il y a ce problème de marge, et ce problème de marge relatif, il se gère par de la politique publique, et notamment de la politique fiscale. Mais quand on prend juste les choses d'un point de vue industriel, et si on était, M. Tavares, qui est une vision, non pas, disons, de collaboration État industriel, mais plutôt marché simplement, eh bien, il aurait intérêt à regarder là où est la menace extérieure, et là où est le savoir-faire, ou les volumes de demain. Dernière question sur les voitures, et ensuite on va élargir parce qu'il n'y a pas que les voitures dans la mobilité, même si vous l'avez rappelé au tout début, c'est le premier poste d'émission de CO2, donc c'est évidemment central et par là qu'il faut commencer. On a parlé de la Chine, on a parlé des États-Unis, on n'a pas parlé d'un troisième grand géant sur ce marché qui est l'Inde. Et sur lequel d'ailleurs les constructeurs européens, dont Stellantis, ont beaucoup de vision. Quelle est votre analyse sur l'apport de l'Inde à la mobilité zéro émission, et notamment dans la fabrication, ce qui est évidemment un enjeu pour nous de concurrence potentielle, de ce petit véhicule moins cher? Encore une fois, je pense que les projets indiens s'intéressent au marché indien. On va avoir un développement du marché indien pendant les 15 à 20 années qui va être centré sur son propre besoin. Et ce n'est pas une réelle menace. On a juste quelques constructeurs qui envisagent une production indienne pour une réimportation européenne, mais qui se cassent les dents très rapidement parce que, encore une fois, en Inde, on va faire des petits véhicules, et ces petits véhicules, ils ont les mêmes coûts de droits de douane, d'importation, de transport, etc. Si on regarde l'histoire, en Europe, on a eu quelques constructeurs asiatiques qui se sont installés, des Coréens, des Japonais, etc. Eh bien, ils ont importé des gros véhicules qu'ils produisaient ailleurs, et ils sont venus produire les petits véhicules, les Yaris en France par exemple, sur nos territoires parce que il y avait des coûts de transport, etc. Donc encore une fois, on en arrive à la même logique, et je suis assez peu inquiet de l'Inde qui doit s'occuper d'elle-même et qu'on doit plutôt aider à trouver des solutions parce qu'on a des enjeux de qualité de l'air là-bas qui sont extrêmement prégnants. Et ce qui prouve bien, et on conclut sur la voiture, que avec le passage à la voiture zéro émission, on se redonne la possibilité de recréer une industrie européenne de l'auto accessible à tout le monde, citadine, qui, elle, aujourd'hui, est largement partie, notamment de France, soit pour aller au Maroc, soit en Turquie, soit en Europe de l'Est. Donc on se redonne la possibilité de gagner cette bataille industrielle qui était perdue. Il faut avoir cette ambition, il faut, je dirais même, dépasser le débat environnemental pour le réinscrire dans un débat industriel et un débat social. Et géopolitique. Et géopolitique, et d'accord, de souveraineté également. Et tout ça, c'est ces quatre éléments en parallèle, et on peut trouver des solutions qui sont non pas contradictoires par rapport à ces quatre enjeux, mais qui sont convergentes. Parce qu'il faut que ce soit le véhicule électrique ou la mise en place des ZFE dont on parlait précédemment, nous aide à régler des problèmes structurels industriels ou des problèmes structurels sociaux de mobilité que l'on a dans nos territoires. C'est comme ça qu'il faut aborder le sujet pour le rendre acceptable. Cette transition environnementale ne se passera sans heurts, disons, que si elle est comprise, acceptée, et si on a tout un narratif, un récit autour du fait qu'on est en train de régler des problèmes industriels européens et de régler des problèmes sociaux dans notre société. Et le mot clé à mes yeux, il y en a deux, je dirais. Le premier, c'est l'Europe puissance. C'est-à-dire que ce qu'on crée avec le pacte vert et la voiture zéro émission et l'ensemble des sujets industriels dont on vient de parler, et peut-être la filière la plus emblématique, la plus visible de cette Europe puissance industrielle verte que l'on est en train de créer de toutes pièces, et de revenir sur 30 ans, 40 ans de désindustrialisation. Et les investissements qui ont été annoncés récemment partout en Europe, notamment en France, avec par exemple à Dunkerque 5 milliards d'investissements projetés pour fabriquer des batteries, c'est le plus gros investissement industriel
jamais réalisé sur un seul site en France, c'est justement dans la mobilité zéro émission. Donc, bien évidemment, c'est un enjeu d'Europe puissance industrielle et c'était comme ça qu'il faut aussi le présenter. On va abandonner les voitures, même si nous sommes évidemment loin d'avoir tout traité de manière exhaustive, pour dézoomer un petit peu et regarder l'ensemble de l'équation de la décarbonation de la mobilité, en parlant aussi maritime, aviation, bus, train, vélo, camion, etc., puisque vous travaillez sur l'ensemble de ces modes de transport. Et il n'y a pas que la technologie, il y a évidemment aussi l'organisation sociale, les infrastructures, les usages, etc. Donc, si on dézoome et qu'on prend le problème par l'autre bout, c'est-à-dire vraiment le macro, comment vous, à l'IDRI, aujourd'hui, vous déployez une mobilité décarbonée en une génération ? Petit challenge. Non, mais vous avez raison. Les gaz à effet de serre, c'est pas, la solution n'est pas technologique puisque les émissions liées au transport sont finalement le produit de différents facteurs qui sont autant de leviers pour travailler. Il y a le premier facteur, c'est celui de la demande, du besoin de déplacement ou de l'envie de déplacement. Le kilomètre réalisé par chacun des personnes ou par les mètres cubes de fret que l'on transporte, il ne faut pas l'oublier. Le deuxième élément du produit, c'est le mode, vous l'avez évoqué, c'est la capacité que l'on a à changer de mode, à passer du camion au fret ferroviaire, à passer de la voiture au vélo potentiellement ou au transport en commun. Donc ça, c'est comment évoluent les modes entre eux. Et puis enfin, le taux d'occupation des différents modes, et notamment de la voiture, parce que ça, c'est un élément qui est très important. On a un taux d'occupation de ce produit dont on parlait précédemment qui est relativement faible, il faut pas l'oublier. Il y a un problème comportemental de ce côté-là. On est dans l'autosolisme, 60% des déplacements du quotidien se font dans une voiture seule. Or, on a, grâce au digital, qui est l'autre révolution qu'il faut exploiter dans ce domaine du transport, la possibilité d'organiser du covoiturage, de l'intermodalité, c'est-à-dire de faciliter le passage d'un mode à l'autre pour un trajet donné. C'est important tout ça parce que, en fait, on a une prise de conscience quand même. On a la levée d'une barrière psychologique par rapport au changement de mode que l'on observe. On a une prise de conscience des politiques sur l'enjeu, sur le fait qu'il y a une aspiration des gens à une diversité d'offres, à des offres alternatives, qui est renforcée par la mise en place des ZFE dont on parlait précédemment. Et puis tous ces nouveaux modes qui sont aidés donc par le numérique en quelque sorte pour faciliter leur mise en œuvre. On a l'électrification des vélos aussi qui est très important, qui est une partie technologique qui bénéficie de la batterie aussi qui est très intéressant. Et bien, tous ces nouveaux modes finalement se font à courte échelle, ils ne sont pas en concurrence. Le but étant, on l'a bien compris, d'arriver à un moment où on va avoir justement un besoin d'équipement des ménages qui va se diminuer en matière de voitures pour envisager donc un déséquipement potentiellement de la voiture au profit d'autres solutions que sont les transports en commun, le vélo, etc. Alors, vous disiez justement qu'un des enjeux, c'était le changement de mode et à l'intérieur du changement de mode, si on prend le vélo, l'explosion du vélo électrique qui évidemment change l'usage. Est-ce que vous pouvez détailler ce point ? Aujourd'hui, le vélo, au-delà des grandes agglomérations, où je pense tout le monde a vu à Paris, à Bordeaux, à Lyon, etc., a vu l'explosion du vélo. Est-ce que c'est un phénomène, si je caricature légèrement, de bobo des centres-villes, ou est-ce que ça va au-delà ? Oui, alors là, on est sur un point qui est très important. Il ne faut pas non plus créer un débat qui serait infructueux sur qui a accès à ce mode, etc. Alors bien sûr qu'on a, comme pour la voiture précédemment, une phase d'amorce et qui s'est passée principalement dans les centres-villes, les centres urbains. On a développé de la technologie, des vélos, etc., qui sont extrêmement intéressants maintenant, qui sont modulables d'ailleurs. On peut transporter ses enfants, des charges, etc. Tout ça s'est passé dans un mode, je dirais, relativement darwinien et dans un mode très, très urbain. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est en milieu rural finalement. Lorsque on ne va pas avoir des gens qui vont choisir à la carte et en fonction du jour, un jour en vélo, un jour en transport en commun, etc. On a en milieu suburbain et en milieu rural
là, vraiment, avec ces nouveaux outils, des alternatives qui vont créer du déséquipement de la voiture. C'est beaucoup plus significatif. Alors, quand on regarde les chiffres, on a une explosion des ventes de vélos en France. Et pour ce qui est du vélo, je dirais non sportif ou non lié aux enfants, puisque ce sont des très gros consommateurs de vélos, eh bien, on a une explosion réellement, un doublement des ventes, et en particulier de véhicules. Quelle part ça représente aujourd'hui, les vélos électriques ? Les vélos électriques, pour ce qui est de ce déplacement, des enjeux de déplacement, réellement, c'est 60% des ventes, ce qui est absolument significatif. Et alors, là, quand on dit cela, on regarde naturellement ailleurs. On regarde à Copenhague, on regarde à Amsterdam. On sait qu'on peut atteindre des quantités, des proportions de déplacement qui sont extrêmement importantes et donc pour atteindre par des effets cliquets, un réel déséquipement des ménages du deuxième véhicule à un certain moment qui ensuite entraîne un cercle extrêmement vertueux par rapport à l'usage des différents modes et donc à la libération de l'espace urbain pour ces différents modes. Et si on raisonne à l'échelle d'une métropole, comme le Grand Paris par exemple, comme l'enjeu est aussi de ramener un certain nombre de déplacements périurbains vers les transports en commun, et que les transports en commun n'ont pas une capacité illimitée. Il suffit de prendre le métro une fois à Paris pour comprendre, ou le RER, que la capacité maximum est déjà bien proche. On a besoin que les déplacements plus courts, intramuros, on va dire, si je prends Paris, puissent se faire autrement qu'en métro. Alors à pied, bien évidemment, mais surtout en vélo électrique, puisque à ce moment-là, en vélo électrique, aujourd'hui, étant moi-même utilisateur, je peux témoigner, est probablement la façon la plus rapide de se déplacer. Vous libérez de la capacité dans les transports en commun. Exactement, et donc ça permet à des gens qui viennent de plus loin d'avoir un parking relais et d'emprunter un RER ou un métro, et le métro du Grand Paris demain. Donc c'est un double cercle vertueux qu'il faut évidemment continuer à enclencher. Sur le fret, puisqu'on a beaucoup parlé de mobilité des personnes, mais un grand enjeu de la décarbonation, c'est la mobilité des marchandises. Je suis, moi, aujourd'hui, un des négociateurs du texte européen sur les camions et les bus zéro émission. Donc, on est en train de négocier le passage au bus zéro émission dans toutes les collectivités en 2030. Ce qui est déjà largement entamé dans les nouveaux appels d'offres où on a beaucoup de bus zéro émission qui sont demandés par les collectivités, notamment pour des raisons de pollution de l'air, enfin de lutte contre la pollution de l'air. Donc si vous avez un mot à en dire. Et puis le camion. Le camion, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes favorable et comment vous voyez la législation qui est en train de se négocier pour avoir 100% de nouveaux camions, encore une fois on raisonne sur les ventes et pas sur le stock, de camions zéro émission, électrique ou hydrogène, d'ici 2040. Alors sur ce sujet, ça paraît assez extraordinaire, mais quand on écoute les constructeurs qui ont fait le travail de développer des technologies, de les comparer et de faire des analyses économiques sur le coût d'usage, ce qu'on appelle total cost of usage, of ownership and usage. Je m'excuse de l'anglicisme. Le coût total de possession et d'utilisation. C'est ça, excusez-moi. Ils sont relativement confiants par rapport, d'une part, à leur capacité de produire des camions électriques, de les diffuser en masse pour atteindre, l'ordre de grandeur, c'est 50% des ventes dès 2030, dans 8 ans. Donc c'est une transition qui serait extrêmement rapide et ils sont en train d'investir industriellement pour le faire. Moi, je dois dire que j'ai été surpris par cette volonté, par ce côté très volontariste des constructeurs de camions, de s'engager maintenant résolument vers l'électrification des flottes de poids lourds. Alors ça va commencer par les plus petits camions et les camions qui font de la longue distance, eux vont pendant un temps encore utiliser des carburants fossiles ou des biocarburants ou des carburants alternatifs puisqu'on a quelques possibilités de ce côté-là pour la
longue distance. Mais en quelque sorte, on a un plan maintenant pour décarboner le transport de camions routiers. Il faut bien sûr continuer à développer le fret ferroviaire, qui est une très bonne solution par ailleurs et sur lequel on a du potentiel. Mais force est de constater que l'on peut s'engager maintenant résolument dans cette direction. Alors on a bien des réticences côté transporteur ou côté chargeur, ceux qui donnent les donneurs d'ordre aux transporteurs, parce que là encore il y a un prix d'acquisition qui est extrêmement important, qui est compensé ensuite au niveau de l'usage. Mais je dirais qu'on n'est pas sur les mêmes enjeux sociaux qu'on a décrits précédemment. Les transporteurs savent passer aux chargeurs des augmentations de coûts s'il y en a. Et donc on aura un coût de transport qui peut augmenter marginalement ou même un petit peu significativement pour certains usages, mais c'est le prix à payer probablement pour faire cette transition dans le secteur des transports de marchandises qui doit lui aussi sortir du fossile. Et c'est pas une mauvaise chose que l'on paye le vrai prix du transport. D'autant que les constructeurs eux-mêmes analysent la bascule du fameux coût total d'usage qui est un marqueur fondamental ou un indicateur fondamental dans le fret de marchandises routier, puisque c'est une rationalité économique assez simple. C'est à la fin, sur l'ensemble de la durée de vie du camion, c'est au final, qu'est-ce qui coûte moins cher. Et selon les constructeurs eux-mêmes, à partir de 2030, ce qui coûtera moins cher sur l'ensemble de la durée de vie du camion, c'est le camion zéro émission. Et donc on aura un point de bascule puisqu'il n'y aura plus aucune raison de continuer à vendre des camions plus chers. Il reste bien évidemment un enjeu absolument majeur qu'on a à peine évoqué aujourd'hui, c'est celui des bornes de recharge et celui de la production d'électricité, à la fois de la localisation des réseaux et de la capacité de production. Ça justifierait un deuxième podcast à tout seul. On n'a pas parlé aviation non plus, on n'a pas parlé maritime, on a juste effleuré le sujet. Mais ça montre, Jean-Philippe Hermine, à la fois la complexité de la chose et du fait que tous les simplismes sur cet enjeu me semblent voués à l'échec. Mais ça montre aussi à la fois l'ampleur du défi, mais l'ampleur de ce qu'on est en train d'accomplir. Puisque que l'on prenne l'aviation, le maritime, le fret, le vélo, les transports en commun, les RER métropolitains, etc., on voit bien que cette révolution dans tous les segments de la mobilité, elle est engagée. Et moi, c'est un message d'espoir sur lequel j'ai envie de terminer, parce que c'est la condition absolue pour qu'on puisse rester dans un monde à 1,5 degrés de réchauffement climatique, parce que c'est le premier poste d'émission au monde. Et donc, si on n'adresse pas ça de manière systématique, radicale, pour aller vers la neutralité climat de la mobilité terrestre, on n'a aucune chance de rester sous les 2 degrés. Donc, on y va et vous pouvez, je vous laisserai conclure dans un instant, compter sur moi dans cette bataille. Je vous laisse conclure sur le fond et puis ensuite j'ai une toute dernière question à vous poser plus personnelle. D'accord, non mais vous avez raison, je partage, il faut quand même le dire pour les gens qui s'intéressent de plus ou moins près à la question. C'est un secteur qui a des solutions technologiques, qui a un plan, qui a un cadre réglementaire relativement balisé. Tout est maintenant dans l'exécution et je pense qu'il y a un constat partagé entre les politiques, les industriels, les think tanks sur le fait qu'on a des trous dans la raquette, on l'a dit, et qu'on peut les résoudre. Il faut être résolument orienté vers des solutions bas carbone, décarbonées, circulaires, etc. Il faut aller jusqu'au bout de cette logique industrielle et la mettre en œuvre. Il y aura des emplois à la clé, il y a toute une dynamique derrière. Donc c'est plutôt un secteur, par rapport à d'autres secteurs, qui est engagé dans la transition. Rater cette transition dans ce secteur-là serait préjudiciable pour tous les autres secteurs. Donc il faut résolument, effectivement, continuer à aller de l'avant. Merci pour cette note positive. Et ma dernière question traditionnelle dans ce podcast est de savoir, au fond, ce qui vous inspire. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Personnage, un lieu, une histoire, un espace? Je savais que vous posiez cette question-là, j'y ai réfléchi. Et pour moi, ce sont des personnes, 2 catégories de personnes. D'abord, les femmes qui m'entourent, puisque je suis très entouré de femmes, ma mère, mes sœurs,
mes 3 filles, ma femme, et puis toutes les filles à venir derrière, j'espère, les générations futures. Elles sont exigeantes, elles demandent des choses qui sont les boussoles finalement qui guident moi mon action. Je me sens redevable de leur exigence. Et puis une autre catégorie de gens, c'est toutes ces personnes qui savent nous raconter, nous expliquer la complexité, la fragilité, le caractère extraordinaire de la vie, de la Terre, de l'univers, etc. Et nous faire émerveiller finalement de ce qu'on sait et de ce qu'on ignore aussi. Donc je pense à des Jean-Claude Amezen, des Hubert Reeves, des professeurs Jacquard, etc. Et ça passe aussi par des gens très simples, comme par exemple ce rédacteur infatigable de ce petit magazine qui est La Hulotte depuis 40 ans, puisque pour moi ça a commencé là finalement. D'accord, on est loin de la grande technologie et des chaînes de valeur mondialisées, mais je pense que c'est justement les deux bouts qu'il faut tenir. Et merci beaucoup Jean-Philippe Hermine. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté et merci au groupe Renew Europe pour son soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à poster vos commentaires et le lien vers ce podcast avec le hashtag Transition écologique. À bientôt pour un nouveau dialogue avec les acteurs du changement.